Avant de me juger, laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Les sutures de mon opération tiraient encore sur ma peau lorsque je suis monté dans cet avion, lente, endolorie, mais pleine d'espoir. J'avais payé ce voyage moi-même, un dernier cadeau pour mon fils, sa femme et la petite fille que j'avais autrefois bercée. Nous étions à Florence, déambulant dans les rues pavées, partageant des souvenirs. Puis, un matin, je me suis réveillé dans une pension vide. Pas de voix, pas de bagages, pas de passeport. Mon portefeuille avait disparu, et sur la table de chevet, une note pliée disait simplement « Elle ne mérite rien ». Qu'elle reste. Il m'avait abandonné. Seul, dans un pays étranger. De retour en France, ils ont vendu ma maison, mon foyer, pour 750 000 € afin de financer leur année sabbatique de blogueur de voyage. Ils ont dit aux gens que je perdais la tête, que je préférais vivre de peu, que je méritais les miettes. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas poursuivis. J'ai fait un seul mouvement, un seul, et j'ai retourné le monde qu'ils m'avaient volé. Ils pensaient que je disparaîtrais, mais aujourd'hui, ce sont eux qui n'ont nulle part où aller. Et la camionnette s'est arrêtée devant un immeuble d'un beige fade que je ne reconnaissais pas. Un instant, j'ai cru que Lila, la jeune femme de l'ambulance privée, s'était trompée d'adresse. Je lui ai demandé pourquoi nous nous arrêtions ici, en ajustant mon sac sur mes genoux. Après 2 mois dans une maison de repos près de Gordes, j'avais rêvé de ce moment, le retour à la maison, à ma bastide de cassis, à mon jardin surplombant les calanques, aux pièces remplies des souvenirs de Louis et des enfants quand ils étaient petits. Lila m'a regardé dans le rétroviseur, ses yeux sombres emplis d'une confusion qui semblait faire écho à la mienne. Elle m'a expliqué que mon fils, Mathieu, lui avait donné cette adresse, précisant que c'était là que je logerais désormais. Le monde a légèrement basculé, comme si la Terre avait changé d'orbite sans préavis. Pendant 43 ans, j'avais vécu dans la même maison sur les hauteurs de Cassis, la maison que Louis et moi avions achetée quand Mathieu avait 5 ans et se cachait encore derrière mes jambes à l'arrivée d'inconnus. La maison où j'avais planté mon premier jardin, où j'avais élevé mes enfants, où j'avais tenu la main de mon mari tandis qu'il s'éteignait. J'ai murmuré qu'il devait y avoir une erreur, mais ma voix sonnait creux, même à mes propres oreilles. Lila a coupé le moteur et s'est tournée vers moi. Au cours des 3 dernières semaines de trajet pour ma rééducation, j'avais appris à apprécier sa franchise silencieuse, sa façon de ne pas me traiter comme si j'étais fragile juste parce que j'avais eu un accident vasculaire cérébral mineur. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle appelle Mathieu. Comme invoqué par ces paroles, mon fils est apparu à l'entrée de l'immeuble. À 39 ans, Mathieu avait toujours ce sourire qu'il utilisait pour se sortir de n'importe quelle situation depuis l'âge de 6 ans, mais il y avait quelque chose de différent aujourd'hui, quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Il s'est exclamé que j'avais l'air incroyable, que l'air du Luberon m'avait fait le plus grand bien. Il m'a étreinte alors que je sortais du véhicule, mais l'étreinte semblait répétée, comme s'il avait pratiqué le geste devant un miroir. Mathieu avait toujours été théâtral, même enfant, mais c'était différent. C'était calculé. Je lui ai demandé ce qu'était cet endroit, en désignant l'immeuble derrière lui. Je pensais que nous rentrions à la maison. Son sourire a vacillé une fraction de seconde. Il a répondu que les circonstances avaient changé pendant mon absence, qu'il avait dû prendre certaines décisions. Je lui ai demandé quel genre de décision. Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a pris ma valise des mains de Lila et a commencé à marcher vers l'entrée de l'immeuble. C'est là que Manon, sa femme, est apparue dans le hall, vêtue d'une robe blanche en lin qui coûtait probablement plus que ma pension mensuelle. Son sourire était encore plus éclatant que celui de Mathieu, si c'était possible. Elle m'a dit que j'étais la bienvenue, en m'embrassant sur les joues avec des lèvres qui sentaient le gloss à la vanille et à la tubéreuse. Ce parfum, si cher et si envahissant. Elle a ajouté que cet endroit était parfait pour moi, beaucoup plus approprié pour cette étape de ma vie. L'étape de ma vie ? Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée de cigarette. L'appartement était petit mais propre. Une pièce, une cuisine basique, une salle de bain microscopique. Les fenêtres donnaient sur un parking, pas sur la Méditerranée. Il n'y avait pas de place pour mes livres, mes spécimens marins, les photographies de 30 ans de recherche. Il n'y avait pas de place pour le bureau de Louis où je conservais encore ses notes sur les migrations des cétacés. J'ai demandé où étaient mes affaires, ma voix restant étrangement calme malgré la panique qui commençait à grimper le long de ma gorge. Manon a répondu d'un geste dédaigneux de la main, ses ongles parfaitement manucurés attrapant la lumière, qu'ils avaient gardé l'essentiel. Le reste, c'était, selon ses mots, des choses accumulées au fil des ans.
des choses accumulées. 43 ans de vie réduit à des choses accumulées. Mathieu s'est raclé la gorge. Il m'a demandé de m'asseoir, qu'il devait me parler. Je me suis assise sur le canapé minuscule et rigide, Lila restant debout près de la porte, comme si elle sentait qu'elle devait être prête à s'échapper. Mathieu s'est assis en face de moi, se penchant en avant avec cette expression sérieuse qu'il arborait adolescent lorsqu'il avait cassé quelque chose de précieux. Il a commencé par dire que la maison était trop grande pour moi, surtout après l'AVC, et que son entretien était très coûteux. Les impôts, l'entretien, le jardinage. Je l'ai interrompu en lui rappelant que je m'occupais de mon propre jardin. Il a rétorqué, avec un ton condescendant que je ne lui avais jamais entendu, que je ne pouvais plus le faire maintenant, n'est-ce pas? Il a dit qu'il devait être pratique, qu'il devait penser à mon avenir. L'avenir. Un autre de ces mots qui sonnait différemment en sortant de sa bouche. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait. Manon s'est agitée nerveusement près de la fenêtre, consultant son téléphone. Mathieu a pris une profonde inspiration, comme s'il se préparait à sauter d'une falaise. Il l'a vendu. Les mots sont arrivés comme un coup de poing à l'estomac. Pas immédiatement douloureux, mais comme ces coups qui vous coupent le souffle et dont la douleur n'arrive qu'après, lorsque le choc se dissipe. J'ai demandé ce qu'il avait vendu. La maison, maman. Il l'a vendue. C'était la bonne chose à faire. Le monde est devenu très silencieux. Je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur, le trafic lointain, mon propre cœur battant dans mes oreilles. Lila a fait un pas en avant, mais n'a rien dit. J'ai finalement réussi à articuler qu'il ne pouvait pas faire ça. Pas sans mon consentement. Mathieu et Manon ont échangé un regard. Il a répondu que techniquement, si, il pouvait. Il m'a rappelé que je lui avais donné une procuration avant d'aller en maison de repos, pour les affaires médicales et financières. J'ai chuchoté que c'était pour les urgences médicales, pour payer les factures de l'hôpital. Manon est intervenue, disant que les documents étaient assez larges, que Mathieu avait dû les interpréter au mieux de ses capacités étant donné les circonstances. La façon dont elle a dit « circonstances » a fait se hérisser les poils sur ma peau, comme si j'étais une circonstance à gérer. J'ai demandé où était l'argent. Un autre regard entre eux. Mathieu s'est frotté la nuque, un geste nerveux hérité de son père. Il a expliqué qu'il y avait eu beaucoup de dépenses, mes frais médicaux, les coûts de la rééducation, cet appartement, et que Manon et lui investissaient dans leur avenir, dans leur entreprise. Leur entreprise. Leur blog de voyage et leurs vidéos YouTube qui étaient sur le point de décoller depuis 5 ans. Je me suis levé lentement, mes jambes encore un peu instables après des mois de rééducation, mais mon esprit n'avait jamais été aussi clair. Je veux voir les documents, ai-je dit. La procuration, les papiers de la vente, tout. Mathieu a ri, mais cela sonnait forcé. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter de ça, que tout était géré légalement, que je devais juste me concentrer sur ma guérison. J'ai répété, ma voix plus ferme maintenant, que je voulais voir les documents. Manon a soupiré de façon dramatique. Elle a dit qu'elle pensait que je laissais mes émotions obscurcir mon jugement, que Mathieu avait fait ce qui était le mieux pour tout le monde. Que je ne pouvais pas vivre dans le passé pour toujours. Le passé. Comme si 43 ans de vie n'étaient qu'une nostalgie à écarter. Lila s'est doucement raclé la gorge, demandant si je voulais qu'elle reste un peu plus longtemps. Avant que je puisse répondre, Mathieu est intervenu, disant que ce ne serait pas nécessaire, que maman pouvait se débrouiller seule maintenant, et que Manon et lui n'étaient qu'à un coup de fil. Je leur ai demandé où ils habitaient maintenant. Manon a répondu, les yeux s'illuminant pour la première fois depuis mon arrivée, que c'était la partie excitante. Ils partaient en voyage. Europe, Asie, Amérique du Sud. Ils allaient tout documenter pour leur chaîne. Ce serait incroyable. Voyager. Avec l'argent de ma maison. Je leur ai demandé, prudemment, où ils vivraient à leur retour. Mathieu a agité la main, disant qu'ils se débrouilleraient, qu'ils étaient jeunes, adaptables. Pas comme. Il s'est arrêté. Manon a terminé pour lui, pas comme les gens qui s'accrochent à des maisons trop grandes qu'ils ne peuvent plus entretenir. J'ai hoché la tête lentement, comme si je considérais leurs paroles. En réalité, je calculais. 40 ans en tant que biologiste marine m'avaient appris à observer avant d'agir, à collecter des données avant de former une hypothèse. J'ai finalement dit que je comprenais. Mathieu a semblé surpris par mon calme. Vraiment ? J'ai répondu que c'était une longue journée,
que j'avais besoin de me reposer. La voix de Maëlle au téléphone était exactement comme dans mes souvenirs, claire, directe, sans fioritures. Élise, bien sûr. Tu vas bien? Des années que nous n'avions pas parlé. Je me suis calé dans le canapé inconnu, entouré de murs qui n'étaient pas les miens, respirant un air qui ne portait pas l'arôme salé de la Méditerranée. J'ai admis que je n'en étais pas sûr. J'ai ajouté que j'avais besoin qu'elle vienne, et qu'elle apporte tout ce qu'elle avait sur la fiducie de Louis. Il y a eu une pause. Maëlle avait été mon étudiante il y a 20 ans, une jeune femme brillante originaire de la Martinique qui avait suivi mon cours de biologie marine et était restée après les cours pour poser des questions qui me mettaient au défi. Elle était aujourd'hui l'une des avocates spécialisées en succession les plus respectées de Marseille. Elle m'a demandé où j'étais. Je lui ai donné l'adresse de l'appartement, écoutant le grattement de son stylo tandis qu'elle prenait des notes. Elle a promis d'être là dans 1 heure, ajoutant que si quelqu'un jouait avec les documents de Louis, il allait le regretter. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans l'obscurité, organisant mes pensées comme je le faisais autrefois avec mes spécimens de laboratoire. Chaque détail devait être catalogué, examiné, mis à sa place. Mathieu avait dit que les documents de la procuration étaient assez larges, mais je me souvenais exactement de ce que j'avais signé, une autorisation médicale limitée et le pouvoir de payer les factures liées à mon hospitalisation. Rien de plus. J'avais été précise, parce que Louis me l'avait appris. Il m'avait dit de ne jamais rien signer que je ne comprenais pas entièrement, après avoir vu trop de collègues retraités se faire flouer par leur propre famille. Et de toujours, conserver des copies. 1 heure plus tard, Maëlle a frappé à la porte. À 42 ans, elle avait conservé la même posture droite et le regard perçant qu'elle avait à 20 ans. Ses cheveux noirs de jais, autrefois coiffés en une longue tresse, étaient maintenant coupés en un carré strict qui encadrait un visage aux traits fins et déterminés. Elle portait un tailleur pantalon gris anthracite qui épousait ses formes avec une autorité tranquille, une touche de soie couleur corail à son cou ajoutant une note de chaleur à sa tenue professionnelle. « Mon Dieu, Élise » a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. « Tu as bonne mine pour quelqu'un qui sort de rééducation. » J'ai expliqué que l'AVC avait été mineur, plus de peur que de mal, mais apparemment suffisant pour que Mathieu décide que j'étais incompétente. Maëlle a posé sa mallette en cuir sur la petite table de la salle à manger et m'a étudié avec ses yeux qui avaient intimidé plus d'un adversaire au tribunal. « Raconte-moi tout. » Je lui ai parlé du réveil dans l'appartement, des explications vagues de Mathieu, de la maison vendue à mon insu. Maëlle prenait des notes sur un carnet juridique jaune, posant des questions précises sur les dates, les heures, les personnes présentes lors de chaque conversation. Quand j'ai eu fini, je lui ai demandé si elle avait apporté les documents de la fiducie. Mieux que ça, a-t-elle répondu en sortant un dossier épais de sa mallette. J'ai apporté l'original de la fiducie de Louis, tous les amendements que vous avez faits ensemble, et quelque chose d'autre qui, je pense, va t'intéresser. Elle a ouvert le dossier et étalé les documents sur la table. Mon cœur s'est accéléré lorsque j'ai vu l'écriture familière de Louis dans les marges de certains papiers. Maëlle m'a demandé si je me souvenais de la dernière fois que nous avions mis à jour la fiducie. C'était il y a 6 ans, après que Mathieu ait perdu 7 emplois dans une start-up. Je m'en souvenais. Mathieu était rentré à la maison, demandant de l'argent, parlant d'une opportunité d'investissement qui s'était avérée être un autre plan pour devenir riche rapidement. Louis avait été furieux, non pas pour l'argent, mais pour le mensonge. Maëlle a continué, expliquant que Louis avait ajouté des protections spécifiques. Une clause exigeant mon consentement écrit et notarié pour toute vente de biens immobiliers. Une autre spécifiant que la procuration médicale n'incluait pas l'autorité financière, à moins que cela ne soit explicitement déclaré. Ce qui signifiait que si Mathieu avait vendu ma maison en utilisant uniquement la procuration médicale, il avait commis une fraude. J'ai eu l'impression que l'air revenait dans mes poumons pour la première fois depuis des jours. J'ai demandé ce dont nous avions besoin pour le prouver. Les documents originaux de la procuration que j'avais signés, les papiers de la vente de la maison et toute communication que j'avais eue avec Mathieu à ce sujet. Elle m'a demandé si j'avais conservé des copies de ce que j'avais signé avant d'aller en maison de repos. J'ai souri pour la première fois depuis la conversation téléphonique. Maëlle, tu te souviens de la première leçon que j'enseignais dans mon cours? Documenter tout. La nature peut mentir, mais les données, jamais. Exactement. Et cette leçon ne s'applique pas seulement à la science. Je me suis levé et je suis allé vers le petit placard de l'appartement. Au fond, derrière les quelques vêtements que Mathieu et Manon avaient jugés essentiels, il y avait une boîte à chaussures qu'ils avaient apparemment négligée.
À l'intérieur se trouvait mon système de sauvegarde personnel, des copies de tous les documents importants, organisés par date dans des chemises cartonnées étiquetées de mon écriture soignée. Incroyable, a murmuré Maëlle en examinant les documents. Voici la procuration originale, clairement limitée aux décisions médicales et au paiement des factures d'hôpital. Elle a ensuite pointé un document que je ne reconnaissais pas. Qu'est-ce que c'est? Maëlle a froncé les sourcils en le lisant. C'est un amendement à la procuration, daté d'une semaine avant ton entrée en maison de repos. Il étend l'autorité de Mathieu à toutes les questions financières et immobilières, selon les besoins pour le bien-être du mandant. Je n'ai jamais signé ça. La signature semble être la tienne. J'ai pris le document et l'ai étudié attentivement. La signature ressemblait à la mienne, mais quelque chose clochait. Regarde le « E » de Élise, ai-je dit à Maëlle. Je fais toujours une petite boucle en haut. Celle-ci tombe tout droit. Maëlle a sorti une loupe de sa mallette et a examiné la signature. Tu as raison. Et regarde la date. Tu te souviens où tu étais le 15 mars? J'ai réfléchi un instant. J'étais déjà en maison de repos. Je suis entré le 10 mars. Alors il est impossible que tu aies signé ça à cette date, dans ce cabinet de notaire à Marseille. Le téléphone de Maëlle a sonné. Elle a regardé l'écran et froncé les sourcils. C'est mon enquêteur privé. Je lui ai demandé de faire quelques recherches préliminaires sur la vente de ta maison. Elle a répondu à l'appel. Que as-tu trouvé, David? J'entendais une voix masculine parler rapidement de l'autre côté. Le visage de Maëlle s'est progressivement durci. Je comprends. Oui, documente tout. Nous avons besoin de photographies, de dates, de tous les témoins que tu pourras trouver. Elle a raccroché et m'a regardé avec une expression que je reconnaissais de ses années d'étudiante, lorsqu'elle avait découvert quelque chose de particulièrement fascinant sous le microscope. Élise, ta maison a été mise en vente le 18 mars. 3 jours après que tu aies prétendument signé cet amendement. 8 jours après ton entrée en maison de repos. Et elle s'est vendue rapidement? C'est la partie intéressante. Elle a été vendue en espèces, en dessous de la valeur du marché, à un acheteur qui attendait spécifiquement cette propriété. La transaction a été conclue en 1 semaine. J'ai senti un froid qui n'avait rien à voir avec la climatisation de l'appartement. Un acheteur qui attendait? David enquête, mais il semble que Mathieu parlait à des agents immobiliers de ta maison bien avant ton AVC. Il y a des emails datant de janvier. Janvier. 2 mois avant mon AVC. Quand j'étais encore en parfaite santé, vivant dans ma propre maison, m'occupant de mon jardin. J'ai murmuré qu'il avait planifié cela avant même que je tombe malade. Maëlle a hoché la tête d'un air sombre. On dirait que ton AVC a été une opportunité, pas le catalyseur. Le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un numéro local que je ne reconnaissais pas. C'était Jérôme, mon voisin. Mon doux voisin veuf qui s'était occupé de mon jardin pendant mon absence. Jérôme, comment as-tu eu ce numéro? Il m'a répondu que Lila le lui avait donné. Il devait me parler, il y avait des choses que je devais savoir sur ce qui s'était passé pendant que j'étais parti. Je lui ai demandé s'il pouvait venir. Il était déjà en route. 20 minutes plus tard, Jérôme était assis dans mon petit salon, tenant une chemise cartonnée et l'air plus en colère que je ne l'avais jamais vu. Jérôme était un homme de la mer, un ancien pêcheur dont le visage était une carte de ses années passées sous le soleil de la Méditerranée. Ses mains, larges et calleuses, reposaient sur ses genoux, des mains qui savaient réparer un filet ou tenir le gouvernail dans la tempête. Il a dit, sans préambule, qu'il avait pris des photos. Du panneau, à vendre, des déménageurs vidant ma maison, de Mathieu et Manon dirigeant tout comme s'ils étaient les propriétaires. Il a ouvert la chemise et a étalé une série de photographies sur la table. Mon cœur s'est serré en voyant des images d'étrangers emportant mes meubles, mes livres, mes souvenirs. Il a pointé une photo de Mathieu parlant à un homme en costume, expliquant que c'était le 20 mars. Puis une autre, du 22, quand ils avaient mis le panneau « Vendu ». 4 jours, a demandé Maëlle, qui était restée pour attendre Jérôme. Elle s'est vendue en 4 jours? Moins que ça, a dit Jérôme. Le panneau « À vendre » est apparu un vendredi, le mardi, elle était vendue. Maëlle et moi avons échangé un regard. Je lui ai demandé, prudemment, s'il avait entendu des conversations entre Mathieu et les acheteurs. Mieux que ça, a-t-il dit, son expression sérieuse remplaçant son sourire. Je les ai enregistrées.
Il a sorti son téléphone et a appuyé sur l'écran. Immédiatement, la voix de Mathieu a rempli le petit appartement. Non, elle ne sera pas un problème. Elle est en maison de repos, j'ai une procuration complète. La maison est libre de toute revendication. Puis une voix masculine inconnue a demandé ce qui se passerait après la vente. Après la vente, elle sera confortablement installée dans un endroit plus approprié à son âge. Faites-moi confiance, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Jérôme a mis l'enregistrement en pause. Il y en a d'autres, a-t-il dit, beaucoup d'autres. Maël s'est penché en avant. Jérôme, seriez-vous prêt à témoigner de ce que vous avez vu et entendu? Madame, a-t-il répondu, j'attendais que quelqu'un me le demande. Ce qu'ils ont fait à Élise, ce n'est pas correct. Et tout le quartier le sait. Cette nuit-là, après le départ de Jérôme et Maël, je me suis assise avec tous les documents étalés devant moi. Les preuves étaient accablantes. Mathieu avait falsifié ma signature, menti aux acheteurs, vidé ma maison pendant que j'étais vulnérable en rééducation. Mais plus que la trahison légale, c'était la trahison personnelle qui me faisait mal. C'était l'enfant que j'avais consolé pendant ses cauchemars, à qui j'avais appris à faire du vélo, que j'avais porté dans mes bras quand il pleurait la mort de son père. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Lila. Élise? Ça va? Il est presque 11 heures du soir. Lila, j'ai besoin de te demander quelque chose. Quelque chose qui pourrait être compliqué. Dis-moi. Pourrais-tu me trouver des informations sur les dépenses récentes de Mathieu et Manon? Leurs réseaux sociaux, leurs cartes de crédit si possible. Tout ce qui pourrait montrer comment ils ont dépensé l'argent de ma maison. Il y a eu une pause. Élise, tu es sûre de vouloir savoir? J'en suis sûr. D'accord. Mais Élise. Je connais déjà une partie de la réponse. Manon a publié des photos de sa nouvelle vie sur Instagram. Hôtel de luxe, restaurant 5 étoiles, vêtements de créateur. Et hier, elle a posté quelque chose depuis l'aéroport. Ils partent en Thaïlande. La Thaïlande. Avec l'argent de ma maison. Ils vivaient la vie qu'ils avaient toujours voulu pendant que j'étais assise dans un appartement d'une pièce, entouré des preuves de leur trahison. Les images ont défilé dans ma tête, plus vives que les photographies de Jérôme. Manon, posant au bord d'une piscine à débordement, son corps mince et bronzé moulé dans un bikini qui coûtait une fortune, un verre de champagne à la main. Le tissu à peine existant révélait la courbe de ses hanches et la naissance de ses seins, une sensualité calculée pour les likes et l'envie. Dans une autre photo, elle portait une robe en soie fluide, le dos nu jusqu'à la taille, se retournant vers l'objectif avec un sourire victorieux, une rangée de boutiques de luxe floues en arrière-plan. Les légendes étaient encore pires, #liberté financière, #nouvelle vie, #décision difficile. Ils avaient créé un récit, une fable dans laquelle ils étaient les héros courageux, sacrifiant la vieille vie pour un avenir brillant. Mais en regardant les documents étalés sur la table, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours. L'espoir. Pas l'espoir aveugle que tout s'arrangerait par magie, mais l'espoir froid et calculé d'une scientifique qui avait trouvé exactement les preuves dont elle avait besoin pour prouver son hypothèse. Demain, ai-je dit au mur vide de l'appartement. Demain, nous commençons à réparer ça. Et pour la première fois depuis mon retour à Marseille, j'ai dormi profondément. Je n'étais plus la victime confuse qu'il pensait que j'étais, mais la biologiste qui avait passé des décennies à étudier les prédateurs et les proies, observant comment les plus petits survivaient souvent aux plus grands grâce à la préparation et à la patience. La chasse avait commencé. L'entretien dans mon ancien jardin s'était déroulé à la perfection. Le journaliste du Provençal, un jeune homme nommé David Martin, avait su capturer chaque détail, les rosiers que les nouveaux propriétaires, les chênes, avaient entretenus méticuleusement, le banc où Louis et moi avions l'habitude de nous asseoir les dimanches après-midi, la petite serre où j'avais cultivé des spécimens pour mes recherches. La photo principale de l'article me montrait assise au milieu des fleurs que j'avais plantées de mes propres mains, expliquant comment j'avais tout perdu pendant ma convalescence. L'article a été publié un mardi matin avec le titre « Une scientifique retraitée se bat pour récupérer sa maison volée ». À midi, il avait été partagé des milliers de fois. Le soir, 3 chaînes de télévision locales avaient appelé pour demander des interviews. Mais ce qui comptait vraiment se déroulait dans une salle d'audience silencieuse du palais de justice de Marseille. « Tu es prête, Élise ?» m'a demandé Maël en me touchant doucement l'épaule. J'ai hoché la tête, lissant ma robe bleu marine.
C'était la même que j'avais portée pour la cérémonie de mon départ à la retraite de l'Institut océanographique, lorsque mes collègues m'avaient rendu hommage pour 4 décennies de travail méticuleux. Il me semblait approprié de la porter aujourd'hui. Elle était simple, élégante, la coupe soulignant ma silhouette encore fine, le tissu tombant juste au-dessous du genou. Avec, je portais les perles que Louis m'avait offertes pour notre 20e anniversaire, un rappel de sa force tranquille. Souviens-toi, a murmuré Maël alors que nous entrions dans la salle, laisse les faits parler. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. La salle était plus petite que ce à quoi je m'attendais, avec des boiseries usées et une moquette verte délavée. Mathieu et Manon étaient déjà assis de l'autre côté de l'allée avec leur avocat, un jeune homme nerveux qui avait accepté l'affaire à la dernière minute. Mathieu avait l'air différent. Son bronzage tropical avait disparu, remplacé par un teint grisâtre qui lui donnait 10 ans de plus. Manon portait une robe sage que je n'avais jamais vue sur ses réseaux sociaux, mais elle ne pouvait cacher l'irritation dans ses yeux quand elle m'a vu entrer. Le juge Durand était exactement ce à quoi je m'attendais, un homme d'un certain âge aux cheveux blancs et à l'expression qui suggérait qu'il avait vu toutes sortes de trahisons familiales au fil des ans. Nous sommes ici aujourd'hui, a-t-il commencé, pour déterminer si la procuration médicale accordée par Madame Élise Renaud à son fils, Mathieu Renaud, lui donnait l'autorité de vendre des biens immobiliers, en l'occurrence la résidence familiale à Cassis. Maëlle s'est levée la première, présentant notre cas avec la précision d'un chirurgien. Elle a montré les documents originaux de la procuration, clairement limités aux décisions médicales. Elle a présenté l'amendement falsifié avec son analyse graphologique. Elle a expliqué les protections spécifiques que Louis avait incluses dans la fiducie. Votre honneur, a-t-elle dit en brandissant une copie du document falsifié, cet amendement a été prétendument signé le 15 mars, alors que Madame Renaud était déjà depuis 5 jours en maison de repos dans le Luberon. Il est physiquement impossible qu'elle ait été dans ce cabinet de notaire à Marseille à cette date. L'avocat de Mathieu s'est levé pour objecter, mais le juge Durand a levé la main. Avez-vous des preuves que Madame Renaud était ailleurs à cette date? Maëlle a souri. Oui, votre honneur. Nous avons des dossiers médicaux, des registres de visite et des témoignages du personnel du centre. De plus, nous avons ceci. Elle a présenté une photographie qui m'a surprise moi-même. C'était moi, assise lors d'une séance de kinésithérapie, avec la date et l'heure clairement visible dans le coin. Cette photo a été prise le 15 mars à 14h30, exactement 30 minutes après que l'amendement à la procuration ait été prétendument signé à Marseille. J'ai regardé Mathieu, m'attendant à voir du choc ou du remords. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose de pire, du calcul. Il chuchotait de toute urgence avec son avocat, cherchant toujours une issue. Votre honneur, a dit l'avocat de Mathieu en se levant, mon client a agi de bonne foi, croyant qu'il avait l'autorité de prendre des décisions pour le bien-être de sa mère. Madame Renaud avait subi un AVC et il y avait de réelles inquiétudes quant à sa capacité à entretenir une si grande propriété. Pouvez-vous documenter ces inquiétudes? A demandé le juge. Eh bien, mon client peut témoigner des conversations qu'il a eues avec les médecins de sa mère. Êtes-vous prêt à témoigner sous serment que les médecins de Madame Renaud ont recommandé la vente de sa maison? Il y a eu une longue et inconfortable pause. Votre honneur, nous pouvons appeler les médecins si nécessaire. Excellente idée, a dit le juge. En attendant, procédons avec les témoignages que nous avons. Lila a été la première à témoigner, sa voix douce mais ferme. Elle a décrit mon état mental pendant les semaines qui ont suivi mon retour de la maison de repos. Madame Renaud était parfaitement lucide, a-t-elle dit. Confuse par la situation, bien sûr, mais mentalement vive. Elle se souvenait de détails spécifiques sur les documents qu'elle avait signés, les dates, les conversations. Il n'y avait aucune indication de détérioration cognitive. Jérôme a suivi. Avec ses 60 et quelques années et son honnêteté directe, il était un témoin parfait. J'ai tout vu, a-t-il dit simplement. Le panneau, à vendre, est apparu le 18 mars. Le 20, il y avait des camions de déménagement. Le 22, c'était vendu. Je n'ai jamais vu Élise pendant tout ce temps. Et croyez-moi, en 40 ans de voisinage, Élise n'a jamais pris une décision importante sans m'en parler d'abord. Puis il a joué les enregistrements qu'il avait faits avec son téléphone. La voix de Mathieu a rempli la salle silencieuse. Non, elle ne sera pas un problème. Elle est en maison de repos, j'ai une procuration complète. La maison est libre de toute revendication. J'ai vu Mathieu pâlir tandis que sa propre voix le trahissait. Quand ce fut mon tour de témoigner, je me suis levé lentement,
j'ai marché jusqu'à la barre et j'ai posé ma main sur la Bible. Je le jure. Maël m'a guidé à travers les faits de base, ma carrière, mon mariage avec Louis, l'achat de la maison en 1982, mon AVC mineur, mon séjour en maison de repos. Madame Renaud, a dit Maël, lorsque vous avez signé la procuration médicale pour votre fils, compreniez-vous que vous lui donniez l'autorité de vendre votre maison? Absolument pas. Je lui ai donné l'autorité de prendre des décisions médicales si je ne pouvais pas le faire, et de payer les factures liées à mon hospitalisation. Rien de plus. Pourquoi avez-vous été si précise? Parce que mon mari me l'a appris. Il avait vu trop de cas de famille profitant de parents âgés. Il m'a dit, Élise, ne signe jamais rien que tu ne comprends pas entièrement, et ne donne jamais à personne plus de pouvoir que ce dont tu as absolument besoin. Avez-vous déjà discuté avec Mathieu de la possibilité de vendre la maison? Jamais. La maison était mon foyer. J'avais prévu d'y vivre le reste de ma vie. L'avocat de Mathieu s'est levé pour le contre-interrogatoire. Madame Renaud, n'est-il pas vrai que vous aviez exprimé des inquiétudes quant à l'entretien d'une si grande maison? Non. N'est-il pas vrai que votre fils s'inquiétait pour votre sécurité en vivant seul? S'il s'inquiétait, il ne me l'a jamais dit. N'est-il pas possible que vous ayez oublié des conversations sur la vente à cause de votre AVC? Je me suis redressé sur ma chaise. Jeune homme, j'ai passé 40 ans comme biologiste marine. Mon travail exigeait une mémoire précise pour des milliers de détails spécifiques. Mon AVC était mineur et n'a pas affecté ma mémoire à long terme. Je peux me souvenir de chaque conversation importante que j'ai eue avec mon fils au cours des 6 mois précédant mon AVC. Il n'y a eu aucune conversation sur la vente de ma maison. Mais vous devez admettre que l'entretien de cette maison était coûteux. Plus coûteux que de payer un appartement pour moi pendant que mon fils et sa femme dépensent l'argent de la vente dans des hôtels de luxe en Thaïlande? Maël a objecté, mais le mal était fait. Je pouvais voir les expressions sur les visages du juge et des greffiers. Lorsque Mathieu a finalement témoigné, son histoire s'est rapidement effondrée. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait, a-t-il dit. La maison était trop grande, trop chère à entretenir. Ma mère avait besoin de quelque chose de plus petit, de plus approprié. Avez-vous discuté de cette décision avec elle? A demandé Maël. Eh bien, pas directement, mais... Lui avez-vous demandé ce qu'elle voulait? Elle était déjà malade, elle n'était pas en état de prendre des décisions importantes. Selon qui? Ses médecins ont-ils recommandé la vente de sa maison? Pas spécifiquement, mais... Monsieur Renaud, est-il vrai que vous aviez exploré la vente de la maison de votre mère depuis janvier, 2 mois avant son AVC? Mathieu a pâli. Je ne me souviens pas exactement. Maël a présenté des copies des emails que son enquêteur avait trouvés. Des emails entre Mathieu et des agents immobiliers datant de janvier, demandant la valeur marchande des propriétés à Cassis. Comment expliquez-vous ces emails, monsieur Renaud? J'étais prévoyant. J'enquêtais sur des options, au cas où. Au cas où votre mère tomberait commodément malade et que vous puissiez vendre sa maison à son insu? Objection. A crié l'avocat de Mathieu. Accordé, a dit le juge, mais son-on suggérait qu'il en avait assez entendu. Manon a témoigné brièvement, mais son histoire était encore moins convaincante. Elle a admis qu'elle avait encouragé Mathieu à agir, mais a insisté sur le fait qu'il pensait que c'était pour le mieux pour moi. Pour le mieux pour elle, ou pour le mieux pour vous? A demandé Maël. Objection. Retiré. Mais la question est restée en suspens dans l'air. Lorsque tous les témoignages ont été terminés, le juge Durand s'est penché en arrière dans son fauteuil et m'a regardé droit dans les yeux. 6 mois après cette conversation dans le jardin, je me tenais dans ce qui avait été la chambre d'amis de ma maison, observant Maël diriger une petite équipe d'ouvriers qui installaient des étagères juridiques, des bureaux et un petit espace de réception. « Tu es sûr de vouloir faire ça ici, chez toi ?» m'a-t-elle demandé en s'essuyant le front. « On pourrait trouver des bureaux dans le centre-ville. »« C'est exactement là où ça doit être, » ai-je répondu en caressant la plaque qui venait d'arriver ce matin-là, Centre de ressources Renaud pour la justice des aînés, une division de la Fondation Louis et Élise Renaud. La décision était venue progressivement. D'abord, il y a eu la lettre d'une femme de la Ciotat dont la fille avait vidé le compte d'épargne. Puis un appel d'un homme d'Aubagne dont le fils avait falsifié sa signature pour vendre sa voiture. Un article de suivi dans le Provençal sur mon cas avait généré un déluge de lettres et de mails de personnes âgées confrontées à des situations similaires. Chaque histoire était une variation du même thème, des familles profitant de parents vulnérables,
utilisant l'amour et la confiance comme des armes pour le vol. Et dans chaque lettre, je voyais des échos de ma propre expérience, la confusion, la trahison, le sentiment que personne ne les croirait ou ne les prendrait au sérieux. La première consultation est demain, a dit Lila en entrant avec une boîte de fournitures de bureau. Marguerite Chen, 74 ans. Son petit-fils utilise ses cartes de crédit pour des achats en ligne. Lila avait temporairement mis ses études d'infirmière en pause pour devenir la coordinatrice du centre. Son expérience auprès des personnes âgées, combinée à son instinct pour déceler les mensonges, la rendait parfaite pour le poste. Nous avons toute la documentation dont nous avons besoin. Ai-je demandé. Maëlle a préparé les formulaires d'admission, Jérôme a installé le système de sécurité, et nous avons une liste d'attente de 2 semaines. Jérôme avait été une merveilleuse surprise. Après le procès, il était venu chez moi avec une proposition, utiliser ses compétences d'entrepreneur à la retraite pour aider aux rénovations du centre. Mais il s'était avéré être bien plus que cela. Son expérience de vie, son honnêteté directe et sa capacité à mettre les gens à l'aise l'avaient transformé en conseiller non officiel pour beaucoup de nos clients. Élise, a dit Jérôme en passant la tête par la porte. Tu as une visite. Une femme âgée se tenait dans mon entrée, tenant une enveloppe Kraft et l'air nerveux. Elle avait les cheveux gris parfaitement coiffés et portait une robe à fleurs qui avait connu des jours meilleurs. Madame Renaud, je suis Éléonore Martin. J'ai lu votre histoire dans le journal et ma voisine m'a donné votre adresse. J'espère que ça ne vous dérange pas que je vienne sans rendez-vous. Bien sûr que non, entrez s'il vous plaît. Je l'ai conduite dans mon salon, où nous avions installé des chaises supplémentaires pour ce genre de visites informelles. Que puis-je faire pour vous, Éléonore ? Eh bien, c'est mon fils, David. Il a géré mes finances après la mort de mon mari l'année dernière. Au début, tout semblait normal, mais ensuite j'ai commencé à remarquer que mon compte d'épargne diminuait plus vite qu'il n'aurait dû. L'histoire était douloureusement familière. David avait convaincu Éléonore de lui donner accès à ses comptes pour l'aider avec les factures. Progressivement, il avait commencé à transférer de l'argent sur ses propres comptes, toujours avec des explications plausibles, des frais médicaux, des réparations de la maison, des investissements pour son avenir. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il m'a dit que j'étais confuse, que l'argent avait été dépensé pour des choses que j'avais oubliées. Il m'a fait sentir comme si je perdais la tête. Éléonore a ouvert l'enveloppe et a sorti une pile de relevés bancaires qu'elle avait soigneusement marqués avec des notes adhésives jaunes. Mais je ne perds pas la tête. J'ai tenu des registres pendant 50 ans de mariage, et j'ai continué après la mort d'Henri. Je sais exactement combien d'argent je devrais avoir. J'ai examiné ces documents avec la même attention méticuleuse que j'avais utilisée pour mes spécimens marins. Les chiffres racontaient une histoire claire, David avait soustrait plus de 30 000 € en 8 mois, en utilisant des virements électroniques et des retraits en espèces. Avez-vous des copies des documents que vous avez signés lui donnant accès à vos comptes ? Oh oui. Elle a souri pour la première fois depuis son arrivée. Mon Henri disait toujours, Éléonore, ne signe jamais rien sans en garder une copie. Il était comptable, vous savez. Pendant que nous examinions ces documents, Maëlle nous a rejoints. En moins d'1 heure, nous avions identifié au moins 6 violations légales claires et commencé à élaborer une stratégie pour récupérer l'argent d'Éléonore. Vous pouvez vraiment m'aider ? A demandé Éléonore, des larmes de soulagement dans les yeux. David n'arrête pas de me dire que j'imagine des choses, que je devrais lui faire confiance. Éléonore, ai-je dit en prenant ses mains ridées entre les miennes, vous n'imaginez rien. Votre fils vous vole, et nous allons l'arrêter. Après le départ d'Éléonore, avec un rendez-vous fixé pour la semaine suivante, je me suis assise dans mon jardin avec une tasse de thé, réfléchissant à la façon dont ma vie avait changé. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais la voix était familière. Maman ? C'est Mathieu. C'était la première fois qu'il appelait en 4 mois. Les dernières communications avaient été de brèves lettres rapportant ses progrès dans un programme de logement de transition et un travail à temps partiel dans un entrepôt. Bonjour, Mathieu. Je voulais que tu saches que j'ai trouvé un travail à temps plein dans une association qui aide les sans-abri. Ça ne paie pas beaucoup, mais c'est un travail honnête. Sa voix semblait différente, plus mûre, moins de ce ton performatif qu'il avait porté pendant tant d'années. Je suis contente de l'entendre. Et maman, j'ai lu un article sur ton centre dans le journal. Ce que tu fais est incroyable. Merci. Tu penses qu'un jour, je veux dire, pas maintenant, mais un jour, je pourrais aider d'une manière ou d'une autre ?
La question m'a surprise, mais elle m'a aussi donné une petite lueur d'espoir. Mathieu, si un jour tu deviens le genre de personne qui peut aider les autres sans blesser personne d'autre dans le processus, alors peut-être que nous pourrons en parler. Mais ce jour est très, très loin. Je sais. Je voulais juste que tu saches que je pense à devenir cette personne. J'espère que tu le feras, mon fils. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans le jardin alors que le soleil se couchait, pensant au cycle et aux secondes chances. Pas pour tout le monde, pas immédiatement, mais peut-être un jour. Lila est apparue à la porte du patio, tenant une lettre. Ceci est arrivé aujourd'hui. C'est de l'université. J'ai ouvert l'enveloppe. Elle venait de l'université d'Aix-Marseille, plus précisément du département de biologie marine. Cher docteur Renaud, commençait la lettre, nous aimerions vous inviter à donner la conférence principale annuelle lors de notre cérémonie de remise des diplômes cette année. Votre travail de pionnier en conservation marine, combiné à votre récente défense des droits des aînés, fait de vous une source d'inspiration pour nos étudiants diplômés. Tu vas accepter ? A demandé Lila, lisant par-dessus mon épaule. Je pense que oui. Il est temps que je parle à nouveau de l'avenir, pas seulement du passé. Cette nuit-là, j'ai travaillé sur l'ébauche de mon discours, assise au bureau de Louis dans mon bureau. J'avais décidé d'intituler la conférence « Adaptation et résistance, leçons de l'océan et de la vie ». J'ai écrit sur la façon dont les créatures marines les plus résilientes n'étaient pas nécessairement les plus grandes ou les plus fortes, mais les plus adaptables. Sur la façon dont les organismes qui survivaient à des changements environnementaux drastiques étaient ceux qui pouvaient réorganiser leur stratégie sans perdre leur essence fondamentale. Et j'ai écrit sur la façon dont, parfois, la survie exigeait de défendre son territoire avec une férocité qui surprenait les prédateurs qui vous avaient sous-estimé. Le jour de la remise des diplômes est arrivé, clair et ensoleillé. Alors que je me tenais sur le podium devant des centaines d'étudiants diplômés et leurs familles, j'ai cherché dans le public et j'ai trouvé des visages familiers, Maël et Lila au 3e rang, Jérôme dans son plus beau costume au 5e rang, et les chênes souriant sur le côté gauche. Pendant 40 ans, ai-je commencé, j'ai étudié la vie marine. J'ai appris que l'océan est à la fois nourricier et prédateur, capable de soutenir une vie incroyable et de détruire sans avertissement. Mais j'ai aussi appris que les créatures les plus extraordinaires sont celles qui ont développé des systèmes de défense élégants, non pas par l'agression, mais par la préparation, l'adaptation et, lorsque c'est nécessaire, une résistance déterminée. J'ai parlé de planification et de documentation, de l'importance de construire des réseaux de soutien avant d'en avoir besoin, de la façon de reconnaître quand la survie exige de se battre plutôt que de céder. Certains d'entre vous, ai-je poursuivi, feront face à des défis que vous n'auriez jamais imaginés. Certains seront trahis par des personnes en qui ils avaient confiance. Certains découvriront que leur propre famille peut devenir leur plus grande menace. Lorsque cela arrivera, souvenez-vous de ceci, votre valeur ne vient pas de ce que les autres pensent de vous, mais de ce que vous savez être vrai. Votre pouvoir ne vient pas de l'approbation des autres, mais de votre propre préparation et de votre résistance. Après la cérémonie, alors que je saluais les diplômés et leurs familles, une jeune femme s'est approchée de moi. Docteur Renaud, je suis Maria Santos. J'ai obtenu mon doctorat en biologie marine aujourd'hui. Félicitations, Maria. Je voulais vous dire que votre histoire m'a inspiré à changer ma thèse. J'étudie maintenant les systèmes de défense des espèces marines vulnérables. Mais plus que cela, vous m'avez appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. J'ai souri, pensant à toutes les Éléonore Martin du monde qui avaient encore besoin d'apprendre cette leçon. Non, Maria. Il n'est jamais trop tard. Ce soir-là, de retour dans mon jardin, j'ai trouvé une enveloppe que quelqu'un avait glissée sous ma porte